ça m'a aidé énormément. J'ai énormément travaillé petit à petit sur la confiance en moi, etc. C'est un long chemin parce que voilà, tout le parcours que je t'ai expliqué, voilà, petite fille introvertie, petite fille qui n'a pas confiance en elle, petite fille qui ne pense qu'elle ne doit pas exister, enfin voilà, petite fille qui ne s'aime pas, voilà, donc j'ai énormément travaillé là-dessus. Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Éclosion par Hygiène de Vie. Le podcast qui t'invite à te replonger dans ta nature féminine, à mieux comprendre ton corps sacré et à t'y reconnecter. Je suis Alexandra, naturopathe spécialisée en santé féminine. Après de longues années endormie, distante de ma nature profonde et privée de mon cycle, j'ai enfin laissé éclore la fleur en moi. Avec ce podcast, je te donne des outils simples, réalistes et accessibles, des conseils et astuces pour reprendre ta santé en main afin de retrouver vitalité et mieux-être. Vagin, utérus, contraception, mais aussi pathologie du cycle féminin et ragnagna sont mes dadas. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour un moment en toute simplicité, frais et 100% naturel. Si ce podcast te plaît, aide-moi à le faire connaître auprès d'autres femmes qui en auraient besoin en me laissant une note 5 étoiles sur Apple Podcast et en le diffusant sur les réseaux sociaux. Arrêtons de nous mettre dans une case, apprenons plutôt comment nous fonctionnons et éveillons-nous à l'écoute de nos besoins pour retrouver notre juste équilibre. Es-tu prête à éclore ? Mets-toi à ton aise, installe-toi confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode. Belle écoute! Hello! J'espère que tu te sens bien aujourd'hui, apaisée et prête à plonger dans ce nouvel épisode à deux voix. J'ai eu le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nathalie Demarquois, que tu connais peut-être ou sinon que tu vas apprendre à connaître, car c'est une sacrée nénette à partager le micro avec moi. Je ne vais pas trop m'étaler sur cette introduction pour te laisser découvrir Nathalie et notre échange qui a été encore une fois long, très long, riche, passionnant et inspirant. J'espère qu'il le sera tout autant pour toi. D'ailleurs, petite information pratique, si tu souhaites accéder à des séquences particulières de l'épisode, eh bien sache que j'ai chapitré notre échange. Donc je t'invite à aller regarder vraiment le déroulé de l'épisode et tu pourras accéder au chapitre et au moment de nos échanges que tu souhaites écouter en priorité. En tout cas, la seule chose que je peux te dire pour te faire un peu saliver, c'est que Nathalie met de la couleur dans tout ce qu'elle vit et tout ce qu'elle entreprend. Une passionnée de l'art, une passion de la création et une passion du bien-être et du prendre soin de soi. A-t-elle toujours été comme ça ? A-t-elle toujours incarné ce qui la faisait réellement vibrer ? Eh bien, je te laisse découvrir tout ça dans la suite de l'épisode, un échange riche en couleurs. Juste avant, comme tu le sais, j'aime mettre l'une d'entre vous à l'honneur, toi qui as peut-être pris le temps de me partager un commentaire ou me faire part d'une de tes réflexions à la suite de l'écoute d'un épisode. Alors, le voici, le voilà, l'instant dédicace. Place à Lilou Olala qui m'a laissé un magnifique petit mot sur Instagram. J'aime beaucoup votre approche de la naturopathie. Étant en formation naturopathe plutôt initiatique, je me retrouve bien dans ce que vous partagez ainsi que la manière d'aborder les sujets. C'est bien expliqué et on sent votre bienveillance, mais aussi votre générosité quand vous partagez sur les podcasts et les posts toujours intéressants. J'ai commencé le e-book que je trouve également très clair, explicite. Merci à vous pour votre disponibilité et votre travail et conseils. Waouh, merci beaucoup Lilou Olala d'avoir pris le temps de m'écrire ce gros pavé, mais très agréable à lire, je dois l'admettre. Un gros pavé qui me touche énormément, donc merci, merci, merci. Si toi aussi tu apprécies ce podcast et que tu souhaites le soutenir pour qu'il puisse toucher encore plus de femmes, eh bien je t'invite à le partager à une amie, voire à le noter sur Apple Podcast, ou encore à me partager ton avis et peut-être une question que tu te poserais à l'issue de ton écoute en allant sur l'article lié à cet épisode, disponible sur mon site internet hygiènedevie.fr avec le chiffre 2. Allez, assez bavardé, je te laisse rejoindre ma conversation avec Nathalie. Belle écoute!
Bonjour Nathalie, comment vas-tu? Bien, bonjour Alexandra, je vais bien, merci. Écoute, je suis vraiment très contente de t'accueillir sur le podcast. Tu me disais un peu en off que c'était la première fois pour toi que tu faisais ce type d'expérience. Bah écoute, je suis très contente d'être ta première fois. Carrément, moi aussi, merci de m'avoir interrogée. Alors pour commencer, j'aime bien demander un petit peu à mes invités, pour commencer un petit peu à les connaître, s'il y a un mot, un terme ou un objet qui les représente et avec lesquels ou avec lequel ils sont arrivés aujourd'hui sur le podcast. Donc, est-ce que tu as un mot, un terme ou un objet que tu as ramené et pourquoi? Ouais, alors moi, c'est marrant parce que ça serait appareil photo, en fait. C'est bizarrement, je m'en doutais. Alors, c'est très drôle parce que si tu m'avais posé la question il y a 1 an et demi, je t'aurais pas dit ça. Je t'aurais dit ma gamme Pantone. Ouais. Parce que voilà, en fait, ça fait, je sais pas, je me présente déjà un petit peu ou, enfin Comme tu voilà. veux, sinon tu auras le temps après, mais tu peux le faire maintenant. Tu fais vraiment Voilà, pour ton faire bref, en moment. fait, ça fait 25 ans que je suis designer graphique. Et donc, voilà, la gamme Pantone fait partie de l'outil du designer graphique. Et depuis 1 an et demi, je me suis tournée, j'ai ajouté une corde à mon arc et je me suis tournée vers la photo. Et aujourd'hui, il n'y a pas un jour où je ne prends pas mon appareil photo. Donc voilà, ce serait ça, parce que ça fait vraiment partie de mon quotidien et j'ai développé une énorme passion pour la photographie. Et voilà, c'est un pur bonheur pour moi tous les jours d'utiliser mon appareil photo. Effectivement, alors on ne se connaît pas beaucoup, mais on s'était déjà rencontrés une première fois pour Ouais, parler un peu de graphisme, d'identité visuelle vis-à-vis justement d'hygiène de vie, ce que tu m'avais contacté par rapport à ça. Donc ouais, ouais. beaucoup plus dans le rôle effectivement de designer et, et donc j'ai vu un peu tes évolutions sur les réseaux et j'ai vu effectivement que l'appareil photo, que la photographie avait intégré ta vie et Ouais, que tu l'avais aussi intégré dans ton univers professionnel. ouais, Donc c'est pour ça que j'ai pas carrément. été très... Enfin, quand je t'ai posé la question, je me suis dit, j'en suis quasiment sûre. Donc toi, c'est vraiment la photographie, pas forcément la vidéo, si je comprends bien. Si, D'accord. aujourd'hui, je fais aussi de la vidéo. J'ai eu des demandes depuis le début de l'année. Donc, je fais de la vidéo culinaire, des recettes en vidéo. Et je fais aussi de la vidéo institutionnelle, en fait, pour des entreprises, des entrepreneurs, des indépendants, voilà, qui veulent montrer leur environnement de travail. Donc, voilà, j'ai ajouté ces 2 petites cordes encore en plus à mon arc cette année. Ok. Bon, c'est un univers que je connais un petit peu. Alors, je le connais pas moi parce que je le pratique pas, mais j'ai mon conjoint effectivement qui est vidéaste et Ouais, photographe. Donc, bon, ouais, je vois l'envers du décor de cette passion et de ce métier, aussi bien dans le côté très exigeant de la maîtrise de l'outil et puis l'investissement aussi derrière, effectivement, en termes de matériel, c'est ouais. assez conséquent. Ouais, il y a toujours quelque chose en fait. Tu Ouais. commences et puis petit à petit, tu dis, ah ouais, j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de ça. Et voilà, petit à petit, ouais, tu as toujours besoin d'un petit quelque chose pour progresser et améliorer le visuel que tu veux faire en fait. Mhm. Donc, Ok. Alors, je pense on va en parler après, mais c'est vrai que bon, comme tu me tends la perche avec cet objet-là, pour quelle raison la photographie et l'appareil photo est arrivé dans ta vie en fait? Qu'est-ce que ça t'apporte? oh, beaucoup de choses, beaucoup de plaisir déjà. En fait, si tu veux, moi, la photo, je baigne dedans depuis que j'ai commencé ma carrière professionnelle, parce que j'ai commencé à travailler à l'âge de 20 ans. Et j'ai travaillé pendant 12 ans dans une agence de design graphique culinaire. Donc, en fait, après mes études, je suis tout de suite tombée dans le culinaire. C'est un pur hasard, j'aurais pu faire plein de choses. Mais dès le départ, j'ai été amenée à côtoyer des photographes et à faire ce qu'on appelle de l'achat d'art. Et donc à acheter des visuels pour les packaging qu'on crée. Donc, j'ai toujours été amenée à aller dans les studios photos et suivre les photos. Donc, mon métier, c'était donc de prévoir le visuel qu'on allait faire et de suivre les photos et jusqu'au bout pour aller au bout du projet.
Et donc, moi, j'adorais ça, en fait. J'adorais aller en studio, voir comment l'envers du décor, comment on construisait la photo, voilà, comment on sublimait un aliment, etc. Donc, j'ai toujours adoré ça. J'ai toujours, voilà, je me suis beaucoup intéressée, posé beaucoup de questions. Et puis voilà, l'année dernière, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer moi-même. Je faisais des recettes, en fait. Et je faisais des photos avec mon iPhone, mais j'étais pas satisfaite du résultat. Je voulais aller plus loin, je voulais que ce soit plus esthétique, plus joli, etc. Et je me suis formée à la photographie culinaire, en fait. Donc j'avais déjà ma base parce que voilà, j'avais déjà travaillé, j'avais déjà vu beaucoup de choses, mais j'avais besoin de la partie technique, en fait, de la maîtrise de l'appareil photo, etc. Et en fait, ouais, j'adore, en fait. Ça me permet de sublimer les recettes et de donner envie et de partager tout cet engouement que j'ai pour, euh, pour les recettes et de le partager avec plein de gens, en fait. Donc, le visuel, ouais, si tu regardes quelque chose, tu as envie de manger. C'est hyper important, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai, on pense beaucoup à l'alimentation par les papilles gustatives, mais en fait, j'aime bien dire aussi, moi, dans mes accompagnements, mais chez mes clientes qui, des fois, mangent beaucoup trop vite, que la digestion passe par la mastication, mais ça passe même avant et d'abord par le visuel, par Oui, les yeux. Et c'est grâce, justement, oui, aux yeux qu'on commence à avoir envie, à saliver, et du coup, bah, la salive derrière a une place très importante dans le processus de digestion. Donc oui, le visuel, c'est ultra important si on rapporte ça un peu au côté très santé, on va dire. Au-delà, et d'abord aussi sur le côté plaisir et manger avec plaisir et envie, en fait. Donc ouais, effectivement, c'est intéressant. Et j'ai vu en te suivant un peu que l'alimentation avait une place assez importante, effectivement, dans ta vie. En tout carrément. cas, j'ai l'impression. Ouais. Ah oui, oui, énormément. En fait, c'est venu parce que moi, je suis colopathe, en fait. Et au début, ben, en 2013, j'étais déjà malade avant, mais j'ai vraiment axé le soin de cette maladie en 2013 parce que voilà, au début, je prenais des médicaments et ça ne changeait pas. Je me suis dit, bon, ben, voilà, il y a quelque chose à faire, il faut chercher. Et j'ai fait mes propres recherches et je me suis tournée vers l'alimentation. Je me suis rendu compte que l'alimentation allait pouvoir m'aider. Et j'étais un peu perdue en 2013. Je trouvais pas de recettes, je trouvais pas de solutions, je trouvais pas d'idées repas qui me plaisaient, etc. Et j'étais énormément frustrée parce que j'avais enlevé énormément de choses de mon alimentation. Et au départ, bah, j'ai créé mon compte Instagram parce que je voulais pouvoir échanger avec d'autres personnes qui avaient la même maladie que moi et échanger des idées repas, etc. Et c'est cette idée-là, en fait, à un moment donné, quand moi j'ai commencé à trouver des solutions repas, etc., j'ai eu envie de le partager avec d'autres personnes pour les aider, en fait. C'était ça l'idée, en fait. Donc voilà, en prenant toutes les précautions parce que je ne suis pas naturopathe et donc je ne vais pas commencer à dire voilà, il faut absolument manger comme ça. C'est juste des idées, des suggestions, en fait. Après, à chacun de tester et de voir si ça lui convient, en fait. Mhm. Alors pour les personnes qui peut-être ne savent pas ce que c'est que la colopathie fonctionnelle, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est et surtout comment toi tu l'as vécu et tu l'as identifié, diagnostiqué? Oui, alors bon, j'aurais peut-être pas les termes techniques adéquats. En fait, la colopathie, donc c'est des troubles digestifs, c'est des douleurs, c'est des spasmes. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que j'ai cette maladie. En général, ça démarre avec un choc émotionnel, mais je pense qu'on a une sensibilité à ça depuis toujours. Et je pense qu'arrivé à un certain âge, peut-être voilà, le corps n'arrive plus et ne supporte plus, donc les symptômes se déclenchent. Je m'arrête hein, si je dis des bêtises. Et donc voilà, ça va passer par des troubles digestifs, des troubles du transit, et puis parfois des crises qui peuvent être assez douloureuses, assez violentes. J'en ai eu justement une il y a 3 semaines, inédite, que j'avais jamais eue auparavant. Et donc, ouais, des ballonnements aussi qui peuvent être très,
bah, très handicapant, très dérangeant aussi. Et puis, accompagné de ça, après, on sait plus trop, bah, on n'ose plus trop manger, on a un petit peu peur on sait plus trop quoi faire, on est un petit peu perdu. Donc, il y a un équilibre à trouver avec l'alimentation, la gestion du stress, la gestion des émotions pour bah, apaiser toutes ces douleurs et être dans un état un peu plus tranquille et plus serein. Aujourd'hui, voilà, moi, j'ai trouvé un équilibre, mais comme je disais, bah, voilà, des fois, il arrive encore des petits couacs. Euh, et voilà, je ne sais pas si ça explique un petit peu Si, plus si, je clairement pense ce qu'est la que... colopathie. Absolument. Et justement, aujourd'hui, il t'arrive encore d'avoir des couacs, comme tu le dis, mais à Ouais, la différence d'avant, a priori, j'ai l'impression que tu sais aussi un peu plus à quoi ça peut être dû, ces couacs qui arrivent. oui, Tu as appris, oui, toi, à te connaître et à savoir ce qui te convenait, notamment au niveau de la sphère digestive. Et donc, ouais, tu peux un peu plus redresser le tir. C'est ça qui se passe quand c'est il ça, arrive à avoir des couacs. c'est ça. D'accord. C'est ça. En fait, souvent, bah, c'est parce que j'ai fait peut-être un abus ou j'ai mangé. Quand j'ai un abus, c'est voilà, je suis sortie du contexte de mon alimentation. Alors, mon alimentation, elle n'est pas stricte du tout, hein. Au contraire, je mange à ma faim, je mange varié. Et au contraire, j'ai appris à manger plus de choses que je ne mangeais avant. Donc ça, c'est chouette. Mais des fois, voilà, on va faire peut-être un resto où on va on est invité et on a un repas un peu plus lourd que d'habitude, ou alors ouais voilà un dessert, quelque chose qui va pas convenir. Et là clairement il y a 3 semaines, bah, j'ai abusé sur les fruits alors que j'en mange pas souvent, mais j'ai dû acheter des fruits pour faire des photos. Et ils étaient magnifiques et j'en avais trop envie. Et en fait, j'en ai mangé un, j'en ai mangé deux, et puis en fait, j'en ai mangé beaucoup trop. Et mon corps n'a pas supporté. Donc voilà. Mm. Mais oui, je sais identifier, je sais me soigner. Et je me soigne que par l'alimentation, un peu d'huile essentielle et très peu de médicaments, en fait, finalement. Mhm. Ok. Très bien, bah écoute, merci beaucoup pour ce partage. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir un petit peu plus dessus par la suite. Mais comme on est rentré un petit peu dans le vif du sujet, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu, qu'on rembobine un petit peu le fil et que tu nous dises un petit peu plus en détail qui tu es, toi, Nathalie. Alors, tu nous as un peu expliqué ton parcours professionnel, on va dire, mais toi, en tant que personne, qui tu étais en tant que petite fille, adolescente, et puis femme après qui a mûri. Voilà, si tu devais plutôt un peu nous retracer ton évolution jusqu'à ce jour. Voilà, voilà. Vaste question. Bah oui, hein, tu as 2 ans. Alors là, je ne m'attendais pas à ça. Mais bon, c'est bien. Alors, ben, moi, j'ai 45 ans déjà, pour expliquer un petit peu plus voilà, qui je suis. J'ai toujours vécu dans la région des Hauts-de-France. Petite fille, alors j'étais une petite fille très, très introvertie, un peu dans ma bulle. Et ouais, c'est un peu compliqué là pour moi d'expliquer tout ça. Ouais, une petite fille très timide, très introvertie. Je me suis très vite tournée vers le dessin, vers la danse. En fait, je m'épanouissais beaucoup dans ces deux univers. J'inventais beaucoup de spectacles de danse avec mes frères et sœurs, etc. Voilà, j'étais une petite fille ouais, qui était un petit peu dans sa bulle et qui était ouais, pas forcément très à l'aise avec les autres. Et ça s'est pas arrangé à l'adolescence. Donc, toujours, j'étais plongée dans la danse. J'ai même créé un club de danse quand j'avais 15 ans dans mon village. C'était un petit village. Bien sûr, je devais être accompagnée d'un adulte parce que j'étais pas majeure. Mais voilà, j'avais déjà eu cette envie d'entreprendre et de faire des choses. Donc, j'avais créé un cours de danse et je faisais des cours de petits, de grands. J'ai organisé un spectacle, etc. Donc, j'ai fait ça qu'une année parce qu'après bah, mes études, voilà, j'ai dû me consacrer à mes études. Et voilà, et toujours le dessin. Je suis partie à 15 ans dans une école d'art appliqué, en fait. J'étais interne.
j'ai pas forcément très bien vécu non plus. Bon, pour l'instant, le tableau, il n'est pas très réjouissant. Donc, ça a été assez difficile pour moi. Les études étaient très, très dures. C'est un domaine qui est très compliqué. Il faut vraiment beaucoup travailler, beaucoup persévérer, beaucoup se battre pour réussir. Déjà, on rentre sur concours. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai eu mon bac à appliquer. Et après, j'ai fait un BTS en communication visuelle qui m'a amené vers le métier que j'ai fait ensuite. Et donc, j'ai commencé ma vie d'adulte. Je suis partie très tôt de chez mes parents. J'ai eu une vie d'adulte très, très vite. Je me suis mariée très tôt. J'ai eu un enfant à 25 ans. Alors, c'est rigolo parce que à 20 ans, je ne voulais pas d'enfant. J'avais très peur de la grossesse, de la maternité, etc. Et à 25 ans, je suis devenue maman. Ça a En été pour 5 le ans, il bonheur. s'en passe des choses, hein. C'est clair. Donc, je travaillais aussi déjà depuis 5 ans dans l'agence dans laquelle j'étais. Et voilà, j'ai adoré. J'ai adoré. Finalement, j'ai eu mon bébé. Je me suis dit, oh, mais j'adore être maman. Et donc voilà, après la vie, je me suis rendu compte à 28 ans que bah, ma vie ne me convenait pas du tout et que je m'ennuyais énormément. Et voilà, j'étais une maman très épanouie, mais je n'étais pas une femme épanouie du tout. Et j'avais un objectif depuis que j'étais petite, c'est que, enfin, en gros, on m'avait mis sur des rails. Et donc, moi, si tu veux, je voulais le tableau parfait, le mari, l'enfant, la maison, le chien, le petit pavillon, tout parfait et tout, voilà. Et une fois que j'ai eu tout ça, ben, ça allait pas, ça allait toujours pas. Et j'ai tout envoyé valser. Et donc, voilà, j'ai refait ma vie avec quelqu'un d'autre. Et donc, mon fils avait 3 ans et demi à l'époque. Et voilà, et ben, ça a complètement changé ma vie. J'ai à ce moment-là eu une vie de maman épanouie, une vie de femme épanouie. Et, euh, et ça m'a aidé énormément. J'ai énormément travaillé petit à petit sur la confiance en moi, etc. C'est un long chemin parce que voilà, tout le parcours que je t'ai expliqué, voilà, petite fille introvertie, petite fille qui n'a pas confiance en elle, petite fille qui ne pense qu'elle ne doit pas exister. Enfin voilà, petite fille qui ne s'aime pas. Voilà, donc j'ai énormément travaillé là-dessus. Et mon mari m'a beaucoup aidée parce que je me suis remariée. Mon mari m'a beaucoup aidée aussi à ça. Et voilà. Puis après, dans ma vie professionnelle, bah, je suis devenue indépendante petit à petit. Donc là aussi, ça m'a aidée aussi à aller plus vers les gens, à dépasser cette timidité, à m'ouvrir plus. Et c'est un travail que je fais encore chaque jour. Et là, depuis le début d'année, c'est encore plus développé. En fait, bah, d'ailleurs, la preuve, si aujourd'hui on se parle, c'est que bah, j'ai osé. En fait, depuis le début de l'année, je suis en mode yes girl. C'est-à-dire que j'accepte des challenges que j'aurais jamais accepté avant. Et j'ai fait des choses complètement nouvelles et inédites et que j'aurais jamais osé. Et je suis super contente parce que voilà, ça me permet de dépasser et je gagne en confiance énormément de plus en plus en fait. Donc voilà, donc je suis très contente de mon parcours parce que d'une petite fille hyper timide, pas très bien dans sa peau, bah aujourd'hui je suis contente de la femme que je deviens et voilà, j'ai envie de continuer sur cette voie. Superbe. Bon, en tout Voilà. cas, vive la synchronicité parce que si je comprends bien, si je t'avais contacté l'année dernière, j'aurais eu un nom direct pour le podcast. Ouais, j'aurais été moins à l'aise, je crois. Mais cette année, j'ai fait des trucs de dingue parce qu'en fait, j'ai rencontré 2 clientes, par exemple, qui m'ont fait faire. Bah, déjà, j'ai posé en fait en tant que modèle pour une marque de make-up. Elles m'ont demandé dernièrement d'être leur modèle témoin pour l'inauguration. Donc, je me suis retrouvée devant plein de personnes à me faire maquiller. Donc, déjà, t'arrives, t'es pas maquillée, quoi. Donc, ok, bonjour, bon, il y a le masque, ça aide un peu. Mais après, voilà, tu es assise, tout le monde te regarde. Et puis après, tu dois défiler, tu dois présenter en gros ce qui a été fait. Mais jamais j'aurais été capable de faire ça il y a quelques années, quoi. Mm.
Et voilà, bah, en fait, la photo, tu vois, ça m'a aidé aussi à ça, en fait. Parce que, parce que j'ai porté aussi un autre regard sur moi, en fait. Voilà. Alors, si je comprends bien, effectivement, tu disais être une petite fille plutôt introvertie, plutôt vers l'intérieur, voire même timide. Tu as Ouais, très rapidement, finalement, utilisé l'art pour t'exprimer, que ce soit à travers ouais. le graphisme, la danse. C'est marrant, ça fait pas mal écho avec mon histoire parce que bah, de même, moi, j'étais une petite fille très, très timide, très introvertie et par contre, j'ai toujours été une passionnée de danse. J'ai fait énormément Ouais. de danse, j'ai aussi créé des spectacles, fait une école, Ah, c'est etc. marrant. Donc, sauf que derrière moi, je me suis bridée dans le sens où je n'ai pas continué vers cette voie d'artistique et j'ai plutôt évolué vers un côté beaucoup plus cartésien, puisque j'avais de bonnes notes à l'école. J'ai fait une école, en fait, une école d'ingénieur. Et puis, du coup, j'ai squeezé. Alors, j'ai gardé toujours la danse dans ma vie. C'est ce qui m'a pas mal sauvée, je pense, sur beaucoup de facettes de ma vie, de mon histoire. Mais j'ai toujours senti quand même ce manque, finalement. Ce manque, c'est de plus en plus fait ressentir au fil des années. Et donc, toi, par contre, tu as quand même gardé toujours dans ta vie ce côté artistique, jusqu'à aujourd'hui, Ouais, l'exprimer à travers la photographie et la vidéo. ouais, Et donc, c'est quelque chose ouais, qu'on ouais, ouais. ressent beaucoup chez les personnes qui sont introverties, c'est qu'elles ont quand même, et en fait, toute personne, qu'on soit introvertie ou extravertie, finalement, on a toutes besoin d'exprimer. Et l'expression passe par quelque chose. Et en général, effectivement, les personnes introverties, ça a passé par les activités plutôt artistiques, alors soit corporelles, soit manuelles. Et puis, effectivement, les personnes extraverties, ben, elles s'extériorisent et elles s'expriment plutôt via la relation à l'autre et via la parole, en Ouais, fait. ouais. Ah, moi, j'étais admirative dans ma jeunesse, mais encore jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est encore un énorme travail pour moi de parler en public. Mais à l'école, tu vois, à l'école, à l'adolescence, moi, pareil, j'étais aussi une bonne élève. Mais des fois, on m'interrogeait, je savais la réponse, mais j'étais bloquée. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas dire, alors que je savais, c'était hyper frustrant. Mm. Et plus tard, quand j'ai commencé à travailler et que j'étais confrontée à devoir parler en réunion devant des gens et tout ça, mais pour moi, c'était très, très, très difficile. Mm. Et encore aujourd'hui, là, aujourd'hui, je suis capable de m'adresser à plusieurs personnes en même temps, mais des fois, il reste toujours cette petite appréhension de départ. Donc, ouais, moi, j'étais admirative de ces gens voilà, qui avaient cette aisance pour parler. Euh, et ouais, voilà, moi, j'étais tournée vers autre chose, en fait. Peut-être que d'autres se disent, ah, bah oui, toi, c'est super, tu sais faire ça. On ne se rend pas forcément compte, hein, des fois. Mm. Euh, mais ouais, moi, ça m'a cruellement manqué. Cette aisance-là m'a manqué pendant très longtemps, en fait. Mais en fait, comme tu le dis, on a toujours tendance à se dire ce qu'on n'a pas et on le voit en fait, enfin, prendre conscience de ce qu'on n'a pas, on va dire, et ce qu'on ne développe pas et se dire ce que fait l'autre, c'est toujours forcément mieux. Et par Ouais. exemple, effectivement, on vient envier des orateurs parce que nous, peut-être on n'a pas cette aisance à l'oral. Mais je pense que c'est important. Alors après, il y a toujours, on va dire, un minimum de compétences requises pour pouvoir aussi évoluer en société. C'est quand même un minimum intéressant de savoir s'exprimer à minima entre deux personnes, je veux dire, quand on vit en Mhm. société. Par contre, alors après, tu me partageras ton avis sur la question, mais c'est marrant parce que bon, c'est un sujet que je n'avais pas forcément euh, prévu de l'aborder, mais vu que j'en ai fait hier une story beaucoup trop longue qui s'est transformée en IGTV, je vais leur parler maintenant parce qu'on l'a évoqué, le côté intériorisation et extériorisation, et de se dire, enfin moi j'ai beaucoup souffert du fait qu'on me disait effectivement, tu es insociable et tu es trop vers l'intérieur. Et du coup, qu'est-ce que ça faisait? Ben moi, ça me culpabilisait encore plus. Donc, je me renfermais encore plus. Et le pire, c'est que j'enviais encore plus les personnes qui savaient faire la fête tout le temps, créer la relation en 2 secondes et tout ça, alors que moi, il me faut un peu de temps quand même avant de vraiment pouvoir me libérer face à autrui, en fait, que ce soit une personne ou un groupe. Et qu'en plus, Mhm. ça me prend de l'énergie. Oui. Et au fur et à mesure, j'ai appris que
je n'avais pas besoin d'être cette personne extériorisée, que je pouvais très bien être une personne qui évolue en société, qui apporte des choses à d'autres personnes, à d'autres femmes par exemple ou hommes, et tout en restant en fait moi et dans l'intérieur, et que j'ai appris à me dire il y a des moments où l'extérieur, être vers autrui, ça va m'apprendre des choses et ça va nourrir certaines choses en moi, mais ça va aussi beaucoup m'épuiser. Et du coup, j'ai besoin dans ma vie d'avoir ces moments, peut-être d'ailleurs plus de moments que d'autres personnes, pour être seule, en fait, tranquille, qu'on ne me parle pas et que je fasse mes trucs sur mon ordinateur, que j'aille marcher seule, sans personne. Et c'est comme ça que je me ressource et que je suis encore mieux avec les autres quand je suis dans cette période d'extériorisation. Et donc, je pense que voilà, moi, je l'ai dit parce que ça m'a tellement bouffé la vie, ça. Surtout, en fait, on m'avait ancré ça sans forcément le vouloir. En fait, c'est moi après j'ai développé ces croyances, en fait. Et je me suis auto-sabotée vis-à-vis de ça. Et donc, je pense que c'est important de se dire, OK, quel type de personne on est. Et il faut un peu des deux, forcément, quand on est en société, mais pas besoin d'être l'un ou l'autre, en fait. Et accepter aussi. Et du coup, voilà, je ne sais pas ce que ton avis par rapport à ça. Est-ce que tu as eu cette prise de conscience, toi, un jour, en te disant, OK, j'étais cette fille timide, est-ce que j'en ai souffert et est-ce que je dois toujours en souffrir et comment ça s'est passé, toi, ton cheminement vis-à-vis de ça, justement? Ouais, j'en ai énormément souffert, hein. C'était très, très dur. C'est déjà au lycée, plus qu'au collège. Au collège, ça allait encore, en fait, je dirais. Arrivé au lycée, j'ai changé complètement de. Je me suis retrouvée à 50 km de chez moi, interne, je connaissais personne, c'était complètement un. Et là, je me suis encore plus isolée. Et je me retrouvais pas en fait dans l'univers dans lequel j'étais parce que comme j'étais cette personne très renfermée, très timide, je me suis retrouvée dans une classe avec des fous quoi, des gens complètement créatifs et qui étaient complètement extravertis et où l'objectif était justement, alors peut-être que c'était par excès hein, pour certains, c'était de se démarquer et d'en faire des tonnes en fait. Et moi j'étais perdue là-dedans, donc je me suis fait le plus petite possible. Et oui, j'ai toujours eu cette image de moi. Après, voilà, quand j'ai commencé à chercher du travail, tout ça, c'était très, très, très compliqué à chaque fois, même de faire des entretiens et tout ça. Et quand j'ai commencé ma vie professionnelle, mais même dans ma vie privée, je me disais tout le temps, oui, oui, ben moi, je suis comme ça, je suis timide, je parle pas, et puis j'intéresse pas les gens, et puis ce que j'ai à dire, ça intéresse personne. Donc tu parles pas, tu rentres pas dans la conversation, t'as qu'une envie, c'est de te faire toute petite. Moi, j'étais incapable d'aller dans une soirée, en fait, parce que je serais restée dans mon coin et que donc je préférais rester chez moi, en fait. Donc, et c'est aussi pour ça, je pense que j'ai eu cette vie de femme mariée et de maman assez tôt, parce que ça me convenait très bien, en fait, d'avoir cette vie-là. Et aujourd'hui, arrivé à un moment donné, tu finis par t'accepter tel que tu es aussi et de voir les forces aussi que tu as grâce à ça, en fait. Et moi aussi, j'ai besoin. Dernièrement, j'ai fait un restaurant avec plusieurs personnes. C'était génial, j'ai adoré ce moment, etc. Mais je suis rentrée, j'ai peut-être passé 2 heures avec ces personnes. Je suis rentrée, c'était professionnel. Je suis rentrée, je me suis dit, ah voilà, je suis dans ma bulle, j'ai besoin de ce moment où je suis toute seule. Je mets même pas de musique, etc. Juste voilà. Et je me sens mieux après, en fait. Je me ressource aussi comme ça, en fait. Donc, ouais, pareil que toi. Souffrance, mais aujourd'hui, je me dis, bah, c'est tout, je suis comme ça et d'autres sont autrement et il faut l'accepter, en fait. Mmh. Bon, moi, ça me rassure, je ne suis pas toute seule alors. Ah, mais ça m'a carrément parlé. J'ai lu ton post, j'ai regardé ta vidéo, je me suis dit, ouais, c'est carrément pareil, en fait. Comme quoi, j'ai fait ça de manière spontanée et je savais, quand j'ai démarré la caméra, je ne savais même pas de quoi vraiment j'allais parler et c'est venu comme ça. Ouais. Et comme quoi, effectivement, on n'est jamais seul en fait dans le bateau, on est plusieurs, on fonctionne un peu différemment et c'est comme ça, point à la ligne. Ouais, ouais, ouais. Du coup, je souhaitais t'inviter sur le podcast pour parler plein de choses. Donc, on a déjà commencé à parler de plein de choses. Je voulais découvrir un peu la femme que tu es devenue. Donc, tu nous as un petit peu parlé et aussi discuter avec toi de la notion d'évolution et d'oser dans la vie. Donc, tu as déjà un petit peu énoncé notamment le terme oser.
Ouais. Alors, commençons d'abord par la notion d'évolution. Pour toi, ça signifie quoi évoluer? Ah, pour moi, évoluer, c'est essayer de devenir la meilleure version de soi-même, en fait. C'est-à-dire que j'essaye, en fait, de garder les choses qui me plaisent, en fait, en moi, et petit à petit, les choses qui me dérangent vraiment, de travailler dessus et pour éviter que voilà, ça me pollue un petit peu et que petit à petit, ben, il y ait de plus en plus de bon et de moins en moins de choses qui me dérangent. Je ne vais pas dire de mauvais parce que parfois, voilà, j'ai des conversations avec mon mari là-dessus et je peux être très dure en fait sur moi-même, avoir des propos assez durs, etc. Et j'essaye d'être bienveillante en fait maintenant, même avec les côtés un peu plus sombres. Et donc voilà, j'essaye voilà, petit à petit de travailler bah, sur... alors justement, j'ai écouté, je t'en parlais dernièrement je ne sais plus si c'était sur Instagram, j'ai écouté ton dernier podcast sur l'hypersensibilité. Je suis hypersensible aussi, donc bon, je pense que c'est lié aussi bah, à toute mon histoire et puis voilà, ce côté aussi un peu artistique, etc. Bon, tous les hypersensibles ne vont pas forcément vers le côté artistique. Mais voilà, l'hypersensibilité, il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler aussi, quoi. Pour essayer, voilà, d'être le plus possible dans le positif, en fait, dans la vie, en fait. Donc, voilà. Alors, question un peu philosophique, mais c'est quoi le positif dans la vie? En tout cas, pour toi, c'est quoi le positif dans la vie? Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont nous écouter et qui vont Ouais. dire, OK, mais ça veut dire quoi positif dans la vie? Oh là là. Alors, moi, le positif dans la vie, c'est compliqué, ça. C'est... Tu savais pas dans quoi tu c'est t'embarquais en disant oui, hein, en Non, arrivant sur le non, podcast. carrément, carrément. Par exemple, tu vois, hier, j'ai passé une journée hyper positive, en fait. Pour Ouais. moi, j'ai eu plein de belles surprises, en fait. Des choses auxquelles je m'attendais pas, mais des petits bonheurs, en fait, des choses pour moi, l'important, bah, déjà, c'est être heureuse au sein de ma famille proche, donc mon mari et mon fils. Hier, par exemple, mon fils m'envoie un petit texto le matin en me disant je passe dans l'après-midi. C'est pas prévu. Bah voilà, c'est des petits bonheurs en fait. Les choses s'enchaînent. Finalement, il est resté manger avec nous le soir. On est allé faire un pique-nique à trois. Alors là, en plus, mon fils a quitté la maison là depuis 6 mois. Donc ces petits moments-là, pour moi, c'est hyper important. Donc voilà, juste le bonheur d'être ensemble, pour moi, bah voilà, c'est hyper positif. J'ai rencontré une nouvelle cliente, on était hyper en phase. Bah voilà, ça m'a rendue super heureuse. Elle a un super projet, etc. On a passé un moment, on a passé la réunion dehors dans mon jardin. Il faisait beau, bah, c'était super. Euh, en gros, voilà, mais c'est tout en fait. Ah oui, j'ai fait une séance photo le matin, ça s'est super bien passé, tout le monde est content. Ben voilà, ça suffit à mon bonheur en fait. Le positif pour moi, voilà, c'est plein de petits moments de bonheur, mais c'est des bonheurs simples en fait. Et, euh, ouais, c'est ça en fait. C'est apprécier, c'est prendre du temps pour moi, c'est prendre un bon repas, c'est c'est des journées où il n'y a pas la place pour les mauvaises idées, pour la mauvaise humeur, des choses comme ça en fait. Ouais, je sais pas si ça répond à la question. Ah, mais il n'y a pas de bonne réponse, hein. Je pense que c'est pour ça aussi que j'aime bien inviter des personnes sur le podcast parce que, à la différence des épisodes où je suis toute seule, où je suis vraiment en train de faire une descente d'informations, là, on est plutôt dans l'échange et Dans l'inspiration l'expérience de chacun. Exactement, et Mhm. je pense que c'est ça qui est important parce qu'on vit tous les choses un peu différemment et d'écouter aussi l'avis de quelqu'un d'autre, l'expérience de quelqu'un d'autre, c'est ça aussi qui est inspirant, je trouve, et qui permet d'ouvrir l'esprit sur notre propre questionnement et cheminement. Donc, il n'y a Mhm. absolument aucune bonne réponse ou mauvaise réponse d'ailleurs. Euh,
Tu parlais justement des petits moments dans la vie, des petits bonheurs. Alors, quand on commence un peu à s'intéresser au développement personnel et aux différentes techniques, notamment, on voit souvent la technique de la gratitude qui permet aux personnes qui ont du mal justement à prendre conscience de ces petits bonheurs dans le quotidien. Toi, comment tu as fait pour justement avoir cette prise de conscience qui aujourd'hui peut-être te semble peut-être plus automatique? Est-ce que tu es passé justement par cette notion de gratitude ou est-ce que c'est passé par autre chose? Ouais, alors moi, la gratitude, je la pratique tous les jours. Donc, déjà, tous les soirs, avant de m'endormir, là, je le fais dans ma tête, en fait. Je me liste 5 choses positives de la journée. Alors, des journées comme hier, c'est facile, hein. J'en ai 5, je peux même en avoir 10, en fait. Et pour dire de m'endormir sur une note positive. Voilà, c'est toujours cette idée de positif. Par contre, des journées où c'est un peu plus compliqué, des fois, c'est vrai que voilà, faut creuser un peu plus, mais finalement, on se rend compte, et c'est toujours des bonheurs simples, hein. C'est voilà, d'avoir pu aller marcher parce que voilà, il y a eu une éclaircie, peut-être voilà, si c'est une journée pluvieuse, c'est d'avoir de quoi manger, d'avoir une maison chauffée. Enfin, c'est des choses basiques auxquelles on pense pas forcément parce que voilà, ça nous semble tellement évident. Mais quand on se rend compte de la chance qu'on a, de la chance de pouvoir travailler de chez moi, de ne pas être dans le stress des bouchons, etc. De la chance d'avoir des clients, d'avoir du travail, etc. D'avoir un mari qui m'aime. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut se rappeler. Euh, et puis le matin aussi, alors là, ça dépend. Soit j'écris en fonction de mon humeur, mais soit, voilà, ouais, le matin, je vais plutôt livrer des choses libres en fait sur papier. Mais ouais, j'essaye de vraiment travailler cette gratitude et c'est vrai que j'en ai pris conscience à un moment donné. Bon, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai écouté des podcasts, j'ai regardé des vidéos, etc., qui m'ont amené à aller vers ça. J'ai acheté à un moment donné des magazines tournés vers le bien-être, etc., qui m'ont permis de m'ouvrir à ça parce que j'en avais pas la connaissance avant. Je dirais que ça fait vraiment seulement 5 ans, donc tu vois, depuis mes 40 ans, où je me suis vraiment tournée vers le développement personnel, en fait. Avant ça, j'avais pas la connaissance pour aller vers ça, en fait. Donc voilà. Peut-être pas l'envie non plus d'ailleurs, tout Ouais, simplement. peut-être pas l'envie aussi, ouais. Ouais, ouais. Bon, en fait, Généralement, si on a la connaissance, c'est qu'on n'a pas forcément eu l'envie, le déclic pour s'y intéresser. Et à partir du moment où ça commence à c'est cheminer, on y ça. va, quoi. C'est ça. En fait, si tu veux, attends, une petite parenthèse. À 40 ans, en fait, si tu veux, j'ai eu un problème petit problème de santé, en fait, et qui a été très difficile à surmonter. Et là, je suis tombée vraiment dans une période un peu sombre. En fait, j'étais un peu déprimée pendant quelques temps. Et c'est là où je me suis dit, bah, non, je veux pas aller là-dedans. J'ai 40 ans, je vais pas me gâcher la vie, en fait. Donc, c'est là où j'ai commencé à rebondir, en fait. Généralement, c'est souvent, alors généralement et peut-être un peu malheureusement, c'est souvent quand on a des coups un peu durs comme ça qu'on a pas mal de prises de conscience qui se font. Je dis malheureusement parce qu'il faut en arriver là parfois pour remuer certaines choses, mais bon, c'est un peu comme ça que ça fonctionne de manière, de toute façon, assez générale, hein. C'est quand on se casse un bras qu'on se rend compte qu'on l'utilisait tous les jours. Donc, C'est ça. ouais. En tout cas, la gratitude, je pense que c'est intéressant ce que tu disais parce que je rencontre pas mal de personnes qui ne le font pas parce qu'elles se disent bon, j'ai pas envie d'écrire, c'est contraignant, c'est quelque chose en plus. Mais je rappelle souvent que la gratitude, c'est pas forcément écrire en fait, c'est juste prendre un moment dans sa journée pour juste faire une pause. Déjà, ça permet de faire une pause, ce qui est pas plus mal parce qu'on est beaucoup dans le faire et pas beaucoup dans l'être. Et juste regarder un peu dans le rétroviseur et se dire, OK, qu'est-ce qui m'a juste procuré un peu, m'a fait sourire en fait, m'a procuré un petit bonheur. Et ça passe pas forcément par prendre un cahier et un stylo, ça peut juste, comme tu le disais, se le remémorer et se l'énoncer à haute voix ou dans la tête tout simplement. Et donc c'est juste ça en fait, Ouais. pas besoin de matériel particulier. Moi, je sais que pendant un moment, je le fais plus maintenant, mais pendant un moment, on le faisait aussi avec mon conjoint, en fait. On se le faisait à deux parce qu'on trouvait que c'était aussi intéressant de savoir ce que l'autre, en fait, considérait comme étant ses propres petits bonheurs.
Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et des fois, en plus, on se rendait compte que eh ben, un de nos petits bonheurs, ça impliquait l'autre aussi. Donc forcément, dans une vie de couple, eh ben, c'est chouette. Donc, et puis c'est Mhm. aussi chouette de savoir que la personne en face, elle sait vivre des petits bonheurs sans forcément être dépendante de l'autre, en fait. Donc ça, je trouve que c'est aussi intéressant en termes d'équilibre de vie personnelle et de vie de couple quand on est en Ouais. couple. Donc voilà. Euh, j'avais j'avais une petite remarque qui est venue dans ma tête, mais qui s'est envolée de mon esprit Ah quand on, mince. quand on parlait des bonheurs. Alors, attends, je réfléchis. Ah, parce que c'était important et pourtant c'est parti de ma tête. Moi, si ça Grave, te revient après. ça me reviendra Ouais. peut-être. Ouais. Euh, je voulais également, alors je perçois de l'extérieur que ton métier prend aujourd'hui enfin, semble prendre beaucoup de place dans ta vie. Enfin, en tout cas, tu sembles en avoir fait vraiment ta passion. En tout cas, ta passion et aussi ton métier. Et du coup, je me posais un petit peu la question de cet équilibre en fait de vie que tu as peut-être instauré. Est-ce qu'il a toujours été là entre la place de ton métier slash passion, de peut-être tes autres passions aussi dans la vie, de ta vie privée, de ta vie de maman, de ta vie de femme, de ta vie d'épouse. Aujourd'hui, comment as-tu trouvé cet équilibre? Est-ce que cet équilibre a lui aussi subi et vécu des évolutions au fil des années? Ouais, énormément. En fait, euh, comment dire? Alors, depuis que je suis indépendante, énormément d'évolution. Euh, jusqu'à cette année, j'étais indépendante, mais je travaillais sous une autre entité pour un grand groupe, en fait, euh, donc de distribution alimentaire. Et ça me prenait une place, un temps énorme dans ma vie, bien plus que maintenant, finalement. C'est marrant ce que tu dis. Parce que ce client, en fait, m'avait complètement envahi. Et je travaillais des heures et des heures et des heures et des heures incalculables, en fait, pour ce client. J'ai adoré travailler pour ce client. Au départ, c'était moins gros, puis petit à petit, c'est grossi, grossi, grossi. Arrivé à un tel point que en 2018, ça prenait une telle place. Alors, je travaillais déjà de chez moi, hein, que je ne voyais plus mon mari et mon fils parce que je passais des heures et des heures derrière mon écran. Et ça a fini par quasiment me dégoûter de ce que je faisais. Et quasiment m'amener à un burn-out, en fait. Je n'y suis pas allée, mais parce que j'ai réagi à temps. Et là, j'étais perdue, en fait. Je ne savais plus si je devais continuer ce métier, etc. Et on a parlé beaucoup avec mon mari qui me disait, mais en fait, t'es doué dans ce que tu fais, donc ce serait dommage d'arrêter, en fait. C'est un métier, mais le contenu me convenait plus, en fait. Et donc, ça a fait du chemin dans ma tête. Et en fin 2019, je me suis dit, je vais faire évoluer ma cible client vers le bien-être parce que c'est là-dedans que je m'épanouis personnellement. C'était quelque chose sur lequel je travaillais énormément, je te dis, depuis mes 40 ans, que ce soit en alimentation ou en développement personnel. Euh, et je vais voir. Donc, en fin 2019, j'ai lancé ça. J'ai lancé donc Oh la vie est belle. Et je me suis petit à petit libérée de ce client pour lequel je ne travaille plus du tout aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis 100% Oh la vie est belle. En fait. Donc, c'est une grande satisfaction pour moi. Et aujourd'hui, l'équilibre, il est parfait en fait. Parce que je travaille beaucoup. Oui, le travail prend beaucoup de place dans ma tête, effectivement, même en dehors de mes heures de travail. Mais j'ai des journées de travail qui sont correctes en fait. En général, je commence à 9 heures, je m'arrête à midi pour manger. Mon mari est là le midi, on mange. Le midi, je fais une pause, je fais de la méditation, je fais plein de trucs comme ça pour me détendre. Je reprends à 14 heures et je travaille rarement plus tard que 18h30, quoi. 18h30, en général, c'est que je pousse un peu, quoi. Et après, donc là, aujourd'hui, comme je te disais, mon fils n'est plus à la maison, donc voilà. Mais même les dernières années, il était grand, donc
plutôt autonome et puis il rentrait assez tard aussi le soir. Mais on avait du temps qu'on passait ensemble pour manger. Aujourd'hui, le soir, moi j'ai instauré du temps pour faire tous les soirs une activité sportive parce que ça fait partie de mon bien-être et j'ai besoin de ça pour me sentir bien. Donc tous les soirs, je fais du sport. Ça peut être du yoga ou alors ça peut être j'ai un vélo ou alors ça peut être du renforcement musculaire, etc. Mais je fais une demi-heure tous les soirs en fait. C'est pas énorme, mais voilà, c'est suffisant pour moi. Et j'ai un équilibre qui est clair à ce niveau-là. Et mon mari accepte aussi le fait que mon cerveau ne déconnecte pas forcément tout le temps. Et des fois, ça fait partie de notre vie, en fait. Ça peut être le soir, le week-end, n'importe quoi. J'ai des idées, je lui en parle. En fait, il fait partie aussi de mon activité. Je partage énormément de choses avec lui. Je partage tout, en fait, avec lui. Il est au courant de tout. Aujourd'hui, il sait qu'on fait ce podcast, etc. Hier, j'avais ma cliente qui était là. Il arrive, il connaît son prénom. Il peut lui dire bonjour. Bonjour, voilà, c'était Marion. Bonjour Marion. Parce qu'il est au courant de tout, en fait. Et j'ai besoin aussi de lui comme pilier, en fait, pour m'appuyer et pour m'aider là-dedans. Voilà, lui, il a son activité à lui extérieure. Hein. Mais voilà, donc l'équilibre, on le trouve comme ça. Et c'est parfait. Et tu n'es pas, malgré ces... parce que quand on est effectivement à son compte... on a, comme tu disais, nos pensées ne s'arrêtent pas à 18h30 généralement. Ouais. Tu arrives quand même, tu arrives à, je dirais pas à délimiter ces pensées-là, mais comment tu gères justement ces pensées qui sont toujours présentes, un peu fulgurantes concernant ton activité professionnelle, en dehors un peu de tes horaires de travail, sachant que tu es bien sûr libre effectivement de tes horaires, mais pour cet équilibre, tu t'es quand même mis un petit peu un cadre. Comment tu fais ou quels sont tes moments où tu te ressources vraiment, où tu arrives vraiment à débrancher ton cerveau de ta sphère professionnelle? Est-ce que ça t'arrive quand même et comment tu le fais? Ouais, ça m'arrive. Après, ça me dérange pas forcément d'avoir des idées qui viennent comme ça n'importe quand. En général, je les note parce que je sais que je vais les oublier. Donc, parce que voilà, ça arrive n'importe quand. Donc, dans mon téléphone, je note quand je me dis, ah ouais, il faudrait que je fasse tel thème ou tel truc. Voilà. Vraiment, le sport, ça m'aide à bien déconnecter. Euh, ou alors passer un moment en famille, etc. Mais tu vois, ça m'est arrivé de regarder un film le soir avec mon mari et d'un seul coup, je vois un truc dans le film et je dis, ah ouais, il faudrait faire ça. Et du coup, je dis, attends, fais pause là. Et je lui dis l'idée. Il me dit, mais c'est pas possible, t'arrêtes jamais, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, c'est une bonne idée. Bon, bah attends, je le note. Et on reprend le film et ça s'arrête là, en fait. Mais rien que le fait de l'avoir dit, ça me permet de plus y penser, en fait. Parce que si je le partage pas, je vais continuer à y penser pendant tout le film et puis voilà. Donc, ouais, c'est peut-être plus compliqué, je dirais même le soir, au moment de l'endormissement. Des fois, voilà, je vais penser à des idées. Donc, j'essaye de ne pas trop stimuler mon cerveau quand même avant de dormir ou de regarder des trucs qui me passionnent ou qui m'intéressent parce que, ouais, là, ça va un peu. Donc, je vais plutôt faire de la lecture ou regarder quelque chose de plus en mode passif, quoi, parce que, voilà. Je te rejoins totalement, notamment, et là je parle aussi à toutes les personnes qui pourront se reconnaître dans le côté vivre un peu de sa passion ou faire de sa passion ou de l'une de ses passions son métier, on va dire, enfin son métier, une activité rémunératrice. Parce que j'aime pas parler de travail, parce que le travail, ça vient du mot torture, et donc c'est un peu antinomique avec la passion. Mais pour les personnes que ça intéresse, c'est vrai que moi, je pense que tu te retrouves là-dedans aussi, mais quand on a la chance de pouvoir, quand on s'est donné la chance ou l'opportunité de vivre professionnellement de sa passion, derrière, effectivement, le risque, c'est de se laisser complètement déborder, puisque comme on est passionné, la limitation, elle ne se fait, enfin, elle est très, très, très fine, elle est compliquée à mettre en place. Moi, je sais que ça passe par... j'aime beaucoup me documenter, consommer
des informations, que ce soit sous forme de vidéo, d'audio, de lecture, autour des domaines qui m'intéressent. Et forcément, qui m'intéresse, ça va forcément être en lien avec mon activité professionnelle. Et ça, à n'importe quelle heure de ma journée, et même dans mes heures un peu off, comme ça me plaît, je le fais. Mais ça veut dire qu'effectivement, je ne débranche jamais. Il y a toujours une tâche de fond qui est derrière et qui est allumée. Et alors, peut-être que toi, tu y arrives, mais moi, c'est vrai que dans mon tempérament, j'ai du mal à dire, je note quelque chose et ce sera pour un autre moment. Moi, j'ai toujours ce truc, je note, j'ai envie de le faire. En fait, le passage à l'action, moi, il doit être immédiat. Alors, je travaille beaucoup sur ça parce que c'est très épuisant, parce qu'en fait, au contraire, noter les choses et laisser les choses décanter par elles-mêmes, c'est ultra bénéfique parce qu'en fait, on se rend compte que quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, voire même peut-être quelques mois plus tard, finalement, avec le recul, c'était pas si important que ça. Donc, finalement, quand on le fait tout de suite, on s'est épuisé à la tâche pour rien. Donc déjà, ça c'est une petite astuce. Laissez décanter au moins quelques jours vos idées, au moins, parce que derrière, ça vous évitera de vous épuiser pour rien. C'est la première chose. Et la deuxième chose dont je me suis rendu compte et que je souhaite d'autant plus accentuer avec en plus mon évolution personnelle, mon changement de région, le fait de passer d'un appart à une maison, etc., nécessairement, je vais avoir d'autres activités en dehors de mon activité professionnelle. Et donc, ça va m'obliger à vraiment couper. Et d'autant plus, je me suis dit, Alexandra, maintenant, tu arrêtes de passer toutes tes heures à pensées naturaux, pensées femmes, etc., tout ce que j'aime bien. Et puis, je vais faire plus de jardinage. J'ai une écurie à côté de chez moi. J'aimerais bien apprendre à soigner un cheval. Enfin, c'est peut-être bête, mais des choses, en fait, où je sais que ce ne sera pas en lien direct avec ma passion liée à mon activité professionnelle, ce qui va me permettre obligatoirement de vraiment couper, en fait. Et donc, je pense que ça, c'est un deuxième petit conseil, c'est ok, si on a eu l'opportunité de vivre de sa passion, de faire de l'une de ses passions son activité professionnelle, c'est nécessaire et je pense très important de se dire quels sont nos autres loisirs ou passions qui ont absolument rien à voir et que l'on peut exercer et assouvir dans son quotidien, en tout cas régulièrement, pour obligatoirement couper, en fait, vraiment couper. Donc, je pense que ça, c'est important. Alors moi, j'ai aussi un truc qui est hyper efficace, c'est que en fait, mon bureau est chez moi, mais il n'est pas dans ma maison. Il est à l'extérieur. En fait, c'est une dépendance de notre jardin qu'on a rénové. Et donc, mon bureau est dehors, dans le jardin. Et donc, le week-end, ça m'est déjà arrivé d'avoir une idée d'un truc, il y a un shooting à faire, etc. Sauf que ça me demande de sortir de la maison et d'aller dans mon bureau qui est à l'extérieur. Bon, c'est pas loin, hein, mais il faut que je prenne les clés, il faut que je réouvre tout, il faut que je réinstalle tout, etc. Bon, ça demande d'installer le matériel, etc. Et du coup, ça me bloque un peu parce que je me dis, oh, non, voilà, je ne vais pas le faire, il faut aller là-bas. Et c'est vrai que le week-end, alors c'est déjà arrivé. En général, c'est vrai que quand mon mari travaille, le week-end, il travaille le samedi matin, ça m'arrive de travailler aussi, mais je fais de la photo en fait. Et c'est vrai qu'hier, on en parlait parce que là, je devais faire un shooting cette semaine avec quelqu'un et la personne ne peut pas venir. Donc, elle me propose de venir samedi prochain, le 31, un samedi. Et moi, je suis en vacances vendredi 30. Et donc, bon, j'en parle quand même à mon mari parce que, voilà, ça mord sur le week-end. Lui, il est en vacances. Donc, je lui dis, voilà, la personne ne peut pas venir, ce sera samedi et tout. Et il sait que, voilà, pour moi, c'est important. Et en même temps, il dit ce que tu as dit tout à l'heure. Il dit, oui, parce que pour toi, c'est pas du travail. Et il sait que ça va me faire du bien en plus de le faire parce que je me nourris aussi de ça. Donc, voilà, il accepte, c'est ce que je disais tout à l'heure, il accepte en fait cette façon d'être et ce côté passionné et ce côté envie de travailler. Donc là, je le fais, tu vois. Là, je prends le boulot sur le week-end, mais ça me dérange absolument pas en fait. En plus que je sais qu'après j'ai des vacances, donc c'est pas un souci. Mais voilà, en tout cas, si je peux donner un conseil, moi au début, mon bureau était dans la maison, à l'étage. Et c'est vrai que là, du coup, tu n'as pas de limite d'heure, en fait. Tu décroches pas, tu restes scotché à ton ordi, en fait. Mais là, le fait, moi, le soir, surtout l'hiver, je dois sortir, il fait noir, etc. Tu rentres plus vite chez toi, en fait, quand même. Donc voilà.
Ah oui, ça a beau être juste à côté, ça fait une délimitation physique en fait. Donc Ouais. ça Et le soir, simplifie. je ferme ma porte et Mm. je ferme aussi, tu vois. Ouais. Je ferme un peu mentalement, en fait. Ouais. Mais c'est pas évident, hein, parce que quand t'as pas, tu vois, tu prends ta voiture pour rentrer chez toi, tu as une demi-heure de route. Souvent, dans ce laps de temps, ben, moi, quand je le faisais avant, quand j'étais salariée, ben, tu déconnectes déjà. Là, tu l'as pas. Tu arrives, hop, tu passes à la maison. Et là, tu te retrouves avec ta famille qui dit, ouais, on fait ça, hein. Et là, tu es un petit peu perdu parce que tu dis, oh là, attends, là, Mm. il faut que je débranche. Je suis pas du tout dans le même mood que Mm. vous. Donc ouais, c'est pas évident, hein. C'est une gymnastique d'esprit, faut switcher. Euh, alors j'ai une super bonne nouvelle. Je viens de me rappeler de ce que je voulais dire tout à Oh, l'heure. trop bien. En fait, je voulais revenir, c'est quand on parlait de la gratitude et des moments positifs et de se dire, OK, on va essayer de se focaliser sur tout ce qui est positif et la chance que j'ai eue dans ma journée et le bonheur que j'ai pu avoir, etc. Certes, par contre, moi, j'aime bien mettre un gros warning et c'est vrai que je sais pas pourquoi c'est parti de mon esprit, mais c'est revenu. C'est parce que justement, Mmh. cet état d'esprit, il est certes très bienveillant et utile. Par contre, chez certaines personnes, il peut en devenir culpabilisant dans le sens où se dire ah bah ouais mais j'ai eu tout ça dans ma journée, je n'ai pas le droit de me plaindre. J'ai pas le droit de dire que je suis malheureuse. Et en fait, ça amène à un effet un peu pervers d'auto-sabotage, le fait de refouler ses émotions parce que, bah non, il a fait beau aujourd'hui, j'ai de la chaleur, j'ai une maison, j'ai un toit, j'ai de la nourriture, donc j'ai pas le droit d'être malheureuse, donc j'ai pas le droit de pleurer, donc j'ai pas le droit d'être triste. Et je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que on a le droit en fait aussi de se sentir moins bien. Oui, La vie, oui, les oui. émotions sont évolutives. Ce qui est important, c'est pas de se focaliser que sur ça, mais par contre, on a le droit, même si on a un toit sous la tête et qu'on a de la nourriture dans le réfrigérateur, on a le droit d'être triste, d'être malheureuse. Voilà. Carrément, Il faut carrément. agir pour essayer de ne pas l'être, mais on a le droit de l'être, Ah oui, 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 d'exprimer. oui, oui, tout à fait. Aujourd'hui, moi, je travaille énormément là-dessus parce que, alors moi, il y a ce côté-là, malheureusement, mais il y a aussi le côté fatigué. Moi, j'ai beaucoup de mal à accepter d'être fatiguée. Je lutte et je peux pleurer même pour dire que je suis fatiguée parce que c'est dur pour moi d'être fatiguée. Mais oui, oui, oui. Moi, ça m'arrive quand j'ai des moments comme ça de moins bien, de tristesse, etc. J'essaye aussi maintenant de me dire, ouais, bah voilà, accepte ta tristesse. Et déjà, le fait d'accepter, bah, ça peut déjà aller mieux. Et puis vivre l'émotion, ouais, c'est un gros travail aussi, ça, en fait, hein. Mais oui, tu as raison de le préciser, en fait. C'est important. Alors, si je me trompe pas, il me semble que, alors j'ai dû voir un petit peu sur ton site où tu m'avais dit un jour, la première fois qu'on s'était rencontrés, la naturopathie m'a sauvée. Ah ouais, c'est vrai. Alors, j'imagine que c'est peut-être en lien un peu avec ta santé, ta maladie digestive, la colopathie. Je sais pas si c'est du casse, enfin, si c'est juste, non, c'est pas même pas ça. Non, Est-ce c'est que pas ça. tu pourrais nous expliquer un peu plus du coup en quoi la naturopathie t'a sauvée? Ouais, carrément. En fait, donc ouais, ça m'a aidé pour la colopathie, mais finalement, c'est arrivé l'année dernière, ça, la naturopathie pour la colopathie. Non, en fait, c'est lié au problème que j'ai eu en 2015, quand j'avais 40 ans. En fait, si tu veux, depuis bien avant ça, depuis mes 32 ans, j'avais des problèmes gynécologiques. Et donc, à 32 ans, j'ai subi une opération, une célioscopie, parce qu'en fait, je supportais plus la pilule. Et donc, j'ai fait poser un stérilet en me disant que ça allait être une bonne solution. Un Seulement, stérilet pas de hormonal? chance. Oh, excuse-moi, je te Ouais, coupe. Ok. un stérilet, non, sans hormones, du En coup. cuivre. Ouais, c'est ça. Ok. Seulement, il y a eu un petit problème technique. En fait, quand il a été posé, on m'a perforé l'utérus. Donc, le Hmm. stérilet est arrivé dans l'abdomen. Donc, j'ai dû avoir une opération. Je suis partie un petit peu à la pêche au stérilet. Et après ça, j'ai eu encore plein d'autres problèmes gynéco. Je pouvais toujours pas prendre. Bah, je voulais plus remettre de stérilet, hein, forcément. J'ai galéré pendant beaucoup, beaucoup d'années avec plein de pilules qui n'allaient pas. Et puis, à partir de 35 ans, j'ai commencé à parler au gynécologue de ligature de trompe, etc., pour en finir, en fait, parce que moi, j'en pouvais plus, j'en avais marre de prendre toutes ces hormones et je voulais trouver une solution contraceptive.
Et au début, il ne voulait pas, 35 ans, parce qu'il disait que j'étais encore trop jeune, que je pouvais avoir un enfant, et que je pouvais encore avoir le désir d'enfant, etc. Donc, j'ai encore dû attendre quelques années. Et finalement, c'est arrivé à mes 39 ans. Ils m'ont proposé une solution qui s'appelait Essure. Et Essure, c'est des petits implants, pour expliquer un petit peu ce que c'est des implants en nickel qu'on vient placer dans les trompes et ça crée une inflammation et en fait, ça vient cautériser les trompes en fait. Donc, c'est moins invasif qu'une ligature des trompes traditionnelle parce qu'on passe par voie naturelle. Ça peut être sous anesthésie locale ou générale. Moi, j'avais fait générale parce que vu ce qui s'était passé avec le stérilet, j'avais un petit peu peur. Et donc, je fais l'opération, ça s'est très bien passé. Et 3 mois plus tard, on fait un examen, j'ai plus le nom, j'oublie tout le temps, c'est salpin, je ne sais plus ce que c'est. En tout cas, on injecte un liquide dans les trompes pour voir si elles sont bien obstruées, en fait. Et moi, malheureusement, au moment de l'examen, on se rend compte qu'un implant a migré. Chouette, encore. Donc, j'étais effondrée, bien sûr. J'ai revu le chirurgien et là, le chirurgien m'a dit bah, on peut vous réopérer lundi, on va essayer de l'enlever et on va en remettre un autre. Ok, donc on le fait. Seulement, ils n'ont pas pu le récupérer parce qu'ils ne savaient pas où il était. Il avait bougé dans l'utérus. Et ils ne pouvaient pas en mettre un autre parce que ma trompe était trop abîmée pour en remettre un. Mais néanmoins, faites attention, madame, parce que vous n'êtes pas stérile. Ok. Donc, je repars de là un peu chamboulée. Et puis, dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à avoir des grosses douleurs, en fait. Des décharges électriques qui montaient du bas du dos et qui remontaient dans ma colonne vertébrale, des douleurs abdominales, enfin, plutôt des douleurs pelviennes. Et puis, petit à petit, des mastodinies, en fait, qui ont commencé à arriver. Au début, tout doux, et puis de plus en plus fort, à un tel point que je ne pouvais plus porter de soutien-gorge. J'avais la poitrine qui gonflait, mais à un point énorme. Je marchais avec les bras sous les seins pour me maintenir, etc. Monter un escalier, marcher, c'était une souffrance. Je ne pouvais plus faire de sport. Je me sentais mal dans ma peau. J'avais plus du tout envie d'être féminine. Et les douleurs de mastodynie, elles duraient 2 à 3 mois, des fois successifs. Et c'était épouvantable. Donc, j'étais vraiment très, très déprimée. Et puis, un jour, j'ai cherché. Je me suis dit, parce que j'allais tout le temps voir ma gynéco, j'allais tous les 6 mois à peu près la voir et elle avait bah, pas de solution. Et elle me disait, bah non, non, non. Déjà, elle me dit que ça ne pouvait pas être sûr. Et puis finalement, donc aussi au bout de quelques temps, est sorti dans les informations que Essure, ben, en fait, c'était une catastrophe. Qu'il y avait plein de femmes qui se retrouvaient en fauteuil roulant déjà parce qu'elles étaient allergiques au nickel et qu'on leur avait pas demandé avant la pause si elles étaient allergiques ou pas. Il y avait plein de femmes qui avaient des problèmes. Et moi, j'en faisais partie aussi. Il y avait plein de femmes qui les faisaient retirer, mais pour les retirer, c'était une ablation totale de l'utérus, donc c'était pas non plus banal. Donc voilà, bah, tout ça, ça s'ajoutait à mon mental et ça m'apportait pas beaucoup de bonheur. Et, euh, et donc, j'ai fait partie aussi d'un groupe de femmes qui ont porté plainte. Mais finalement, comme moi, quand ça s'est arrivé, hein, tout ça, au bout de 2 3 ans, j'allais mieux. J'ai pas pu être indemnisée. Enfin bref, c'est pas très grave, hein. Mais j'aurais juste voulu être reconnue déjà comme victime de Essure, ça m'aurait fait du bien. Bref, en tout cas, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai trop mal, on ne trouve pas de solution au niveau de médecine classique, il faut que je trouve une solution. Et j'ai cherché, j'ai trouvé une gynécologue qui était spécialisée dans tout ce qui était préménopause, gynécologie, etc. Donc, je suis allée la voir. Et là, bah, déjà, on a fait un rééquilibrage alimentaire. Et surtout, elle m'a donné des plantes et des traitements qui m'ont permis bah, de plus avoir de douleur, en fait. Donc, ça a été long, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais déjà, un truc qui m'a grandement aidée, c'est qu'à l'époque, je consommais énormément de yaourt et de lait de soja. Et en fait, je ne savais pas que le soja, c'était un oestrogène-like. Mm. Et donc ça, j'ai arrêté du jour au lendemain. Et en 15 jours, déjà, mes douleurs ont diminué de manière considérable. Et puis, bah, surtout le framboisier, en fait. Je prends du macérat de framboisier tous les jours. Et ça m'aide énormément. Donc aujourd'hui, j'ai
plus de douleur. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir un petit pic parce que j'ai un traitement hormonal hein, malgré tout. Mais j'ai l'impression quand même de ressentir de temps en temps encore un peu le cycle. Et donc, des fois, je vais avoir une petite semaine ou 10 jours où je vais avoir des douleurs, mais elles sont modérées par rapport à ce que j'ai connu. Je peux quand même porter des sous-vêtements, je ne suis pas obligée de me tenir pour marcher, etc. Donc c'est ça. C'est en ça où la naturopathie m'a sauvée parce que je voyais plus d'issue. J'étais dans un état de déprime totale. Et petit à petit, je me suis réouverte et épanouie en fait, et j'ai retrouvé le goût à la vie parce que j'étais vraiment déprimée en fait. Donc, tu disais que tu avais vu une gynécologue Oui, spécialisée en problèmes gynécologiques, enfin en pré-ménopause, mais c'est plutôt une naturopathe, non? ouais, c'est ça, c'est Ok. naturopathe. Je me suis trompée. Oui, Donc, ok. non, non, c'était une naturopathe. Ok. Et oui, oui, ouais, c'est parce que, alors la gynécologue, je lui en ai parlé, hein, je lui ai dit que voilà, j'avais un complément parce que elle m'avait donné le traitement hormonal qui s'appelle le Luthéran. Euh, et donc, qui ne me suffisait pas en fait. Ça diminuait un peu les mastodinies, mais franchement, pas énorme quoi. Alors que le complément avec le. Et j'ai essayé par la suite d'arrêter le Luthéran et de prendre que du framboisier. Pareil, ça fonctionne pas non plus en fait. C'est vraiment la combinaison des deux qui fait qu'aujourd'hui, je me sens bien en fait. Donc, Ok. voilà. Et du coup, l'implant que tu as mis est Essure, c'est ça? Ou Essure? Comment Et tu... sûr, ouais, Essure, ouais, ok. Je ne connaissais pas. Ça t'a été recommandé par ta gynécologue? c'est ça, c'est Elle t'avait ça. Et expliqué un peu le fonctionnement du coup vraiment et ce que ça pouvait engendrer? Parce que moi, quand tu m'as dit alors, ça évite en gros la grossesse en créant une inflammation, bah, déjà quand j'ai entendu inflammation, je me suis dit oulala, ça va pas être génial, génial. Et quand tu t'as expliqué la suite, je me suis dit ah ouais, ben, d'accord. ouais. Ouais, elle Ouais, m'avait expliqué, elle m'avait mise en confiance. Alors en plus, tu d'accord. peux pas connaître parce qu'à l'heure actuelle, ça a été retiré du marché en Hmm, fait. d'accord. Donc au début, c'était aux États-Unis où vraiment ça s'est développé. Après, dans d'autres pays du monde, et nous, on a été les derniers à le retirer du marché. Mhm. Donc il y a quand même des. Et aujourd'hui, on me dit encore qu'il y a des femmes après coup qui doivent les retirer parce qu'elles ont des problèmes rénaux en fait. Donc c'est une vraie catastrophe en fait. Bah, oui, Donc, j'ai envie de dire pour les personnes qui nous écoutent, alors moi, j'aurais pas de jugement à porter sur les différentes solutions gynécologiques, bien que je pense que les personnes qui me suivent commencent à connaître un peu mon point de vue. Mais quand on entend inflammation, quand on est dans un monde où déjà notre corps, à la base, il est déjà plutôt inflammé, l'inflammation qui, d'ailleurs, engendre pas mal de soucis, soit des troubles chroniques, des douleurs, mais après, d'autres types de maladies dégénératives, ça doit juste vous mettre un peu la puce à l'oreille, en fait. Donc, c'est vrai qu'après, quand on a. Le souci, c'est quand on arrive aussi dans des cas comme le tien où tu étais complètement, enfin, un peu désespéré aussi. Tu voulais c'est vraiment trouver une ça, solution, on te c'est ça. fermait un peu la porte au nez. Donc, c'est en aucun cas ta faute ni la faute des personnes qui vont écouter leur gynéco, etc. Je ne dis pas de ne pas écouter sa gynécologue ou son gynécologue, mais juste d'avoir des petits réflexes dans la tête et quand on entend inflammation, peut-être effectivement creuser la question et peut-être avoir des avis un peu croisés aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais après, à un moment donné, ouais, moi, j'ai fait confiance, tu vois. Je Bien me suis sûr. dit, bah, c'est une professionnelle. Elle me dit, en plus, elle connaissait mon passé gynécologique. Donc, elle m'avait suivi depuis, bah, parce que après, moi, j'ai changé de gynécologue entre deux. Celle qui m'avait perforé l'utérus, je ne l'ai plus vue. Et donc, c'est elle que j'ai vue après. Et donc, elle connaissait mon passé gynécologique. Elle savait que pour moi, c'était difficile, etc. Donc, aujourd'hui, quand je la vois, parce que je la vois toujours, maintenant, elle compatit, tu vois, pour être Mhm. sûre. Mais quand je lui en parlais dans les mois qui suivaient, comme c'était même pas public, elle me disait non, 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 il n'y a pas de souci, en fait. Elle n'avait pas la connaissance du problème, en fait. Mhm. Donc oui. Et puis à l'époque, j'étais pas du tout tournée vers les médecines douces, etc. Donc non, je ne connaissais pas. Donc Mhm. c'est entre guillemets à cause ou grâce à ça que j'ai découvert. Euh, mais oui, en tout cas, c'était pas une période très joyeuse de ma vie. Mhm. Ouais, j'imagine bien. Mais c'est pas forcément la faute des gynécologues parce que beaucoup ne sont juste pas au courant en fait. Oui, Même pour les pilules contraceptives, hein, c'est dans leur métier, dans leur formation de venir
prescrire des pilules de manière assez automatique contre, pour éviter la grossesse, contre l'acné, des choses comme ça. Et derrière, elles ne sont pas, ou ils ne sont pas forcément au fait de l'impact réel en fait sur le corps à court terme comme à moyen ou long terme. Et donc peut-être que le terme inflammation dans les oreilles d'une gynécologue ne sonne pas de la même manière effectivement que dans les oreilles d'une naturopathe ou d'un autre type de Carrément. praticien en médecine alternative. Donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement, avant de prendre une décision, c'est juste effectivement de croiser. Maintenant, les médecines alternatives douces comme la naturopathie ou l'ayurveda sont de plus en plus développées. Elles ne sont pas nouvelles, attention, parce qu'elles sont bien plus anciennes que la médecine allopathique, mais elles sont plus au fait, en fait, sont plus d'actualité, on va dire. Donc, je pense que ça peut être intéressant de croiser, en tout cas, les avis, ou peut-être même de voir avec la naturopathie comment on peut venir limiter peut-être les effets indésirables de certaines approches plus allopathiques. Ouais. Mm. Ok, alors on arrive tranquillement à la fin de l'épisode, mais j'ai encore plusieurs petites questions, notamment tu as parlé précisément dans l'épisode et tu as parlé de la notion d'oser. Et Oui, notamment, tu as aussi, alors notamment récemment, je ne sais pas si c'est très récent, mais tu as aussi lancé une offre que tu proposes et qui s'appelle Métamorphose, qui est, je crois, en ouais, lien avec la photographie, justement. ouais, c'est ça. Euh, Avant de rentrer vraiment dans le concret de ce qu'est ton offre et ce qu'elle apporte, pour toi, ça veut dire quoi oser? Oser quoi? Oser quand? Voilà, qu'est-ce que ça signifie pour toi en fait? Ouais, alors moi, depuis le début de l'année, oser, c'est accepter des choses où il y a encore un an, je me serais dit non, 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 ça, c'est pas pour moi en fait. Je ne suis pas capable de faire ça. Je n'ai pas les compétences pour faire ça. Je ne suis pas légitime pour faire ça. Et puis, oui, bah non. Et puis voilà, c'est aller faire des choses pour essayer de faire gonfler un peu la confiance en soi et l'estime de soi, etc. Des choses voilà, qu'on pense inaccessibles, en fait. C'est ça. Et donc, ouais, depuis le début de l'année, quand on me propose des projets, alors c'est beaucoup en lien avec le professionnel, en fait, euh, où avant j'aurais dit oh non, 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 moi je suis pas capable, je fais pas ça. Et ben j'ai dit oui, des fois. Et j'ai dit oui et ça a commencé dès le début de l'année. En fait, il faut savoir aussi, c'est que j'ai terminé 2020 et j'ai commencé 2021 avec la malléole, la cheville dans le plâtre, en fait. Donc, j'ai été immobilisée pendant 6 semaines. Et donc, pendant ces 6 semaines, j'ai eu le temps de prendre du recul et de bien cogiter à savoir de ce que je voulais, ce que je voulais plus et ce que je voulais faire de mon année 2021. Finalement, de ce grand malheur, donc qui n'est pas si grave que ça, mais peut-être qu'il y a pire que ça, mais pour moi, au début, c'était un grand malheur. Finalement, ça a été une période très bénéfique parce que ça m'a permis de prendre beaucoup de recul et de changer, en fait, complètement. Il y a eu l'avant, il y a eu l'après-malléole. Et donc, voilà, j'ai pris un nouveau départ. Et déjà en début d'année, donc les premières clientes qui sont venues vers moi après cette blessure, elles sont venues vers moi pour faire des photos cosmétiques. Déjà, premier pas. En fait, moi, je ne faisais pas de photos cosmétiques, je faisais que de la photo culinaire, en fait. Mais je me suis dit, bon, cosmétique, culinaire, c'est pas non plus très loin, ça devrait aller. Et en fait, ce qu'elle ne m'avait pas dit dès le départ, donc elles sont venues vers moi, on a commencé le travail, etc., c'est qu'il allait falloir faire des photos de modèles. Et là, j'ai dit oui aussi. Au début, j'ai hésité, et puis après, je me suis dit, bon, allez, on y va. Mais j'étais quand même hyper flippée parce que je me suis dit, photographier des personnes, c'est pas comme photographier des aliments ou des produits cosmétiques. Mais j'ai dit oui. Et donc, ça, c'était la première chose. Après, dans l'année, il y a un client qui est venu vers moi et qui m'a dit, bah, moi, j'ai pas besoin de photos, mais j'ai besoin de vidéos. Et j'ai dit, bah, il m'a dit, tu sais faire? J'ai dit oui. Et en fait, j'avais déjà fait du montage vidéo, mais j'avais jamais tourné les séquences. Donc, c'était du culinaire, c'était des recettes. Et ben, finalement, super expérience parce que je fais 2 vidéos culinaires par mois pour ce client. Et la première, bah, elle était bien, mais voilà, les suivantes, j'ai évolué, j'ai progressé et ça me fait avancer. Donc, mais je suis quand même contente de la première que j'ai faite.
Et donc, les choses s'enchaînent comme ça et m'apportent plein de nouvelles choses. Et chaque nouvelle chose me fait grandir et me donne plus de confiance aussi. Et donc voilà, ça répond à ta question de oser. Qu'est-ce que c'est oser? Ah, pour toi, oui, c'est ça, oser en fait. Et Donc voilà. si je comprends bien aussi, ton astuce un peu concrète pour te permettre d'oser dans la vie, c'est depuis assez récemment, c'est de dire oui en Ouais, fait. De pas trop te ouais, poser de c'est ça. questions, de pas laisser C'est trop ça. ton cerveau mouliner C'est et tu dis ça. oui quoi. Mais c'est exactement comme avec ton podcast. Quand j'ai Mm. reçu ton message, je me suis dit, oh, oh là, un podcast, je vais devoir parler, etc. Et en plus, je t'ai dit, j'ai écouté le podcast sur l'hypersensibilité. Je t'avais dit, oh là là, mais elle parle super bien, etc. Je ne sais pas si je serais capable et tout. Mais voilà, avant même d'avoir cette réflexion-là, j'ai regardé et j'ai dit, oh bah oui, allez, pourquoi pas, ça peut être chouette. Et ouais, c'est un peu ce truc-là que j'ai Mm. maintenant. Là, dernièrement, la vidéo culinaire m'a amené vers une cliente qui m'a demandé de faire une vidéo institutionnelle. Pareil, au début, je me suis dit, bah non, je l'ai pas fait. Mais si, vas-y, 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 fonce, t'as rien à perdre de toute façon. Donc, ouais, je suis plutôt dans ce mood-là depuis le début de l'année et ça m'a apporté plein de belles choses, en fait. Donc oser, ça veut aussi dire avoir un peu peur des fois. Carrément, Mm. mais carrément. Et comment tu fais, alors comment tu différencies les moments où tu dis oui et des moments où tu dis non? Parce que j'imagine qu'il y a quand même des moments dans ta vie où tu dis non parce que, bah, pour certaines raisons. T'arrives quand Mhm. même, parce que après, si on rentre dans l'extrême de dire oui tout le temps, ça peut amener à des expériences qui sont pas forcément en accord avec nous-mêmes et Oui, plus désagréables, etc. Tu arrives quand même à trouver ce juste équilibre entre cet engouement du oui pour ouais, oser et puis le ouais. reste. Ouais. Là, si tu me dis, viens, on va sauter en parachute, là, je te dis non. Mm. Donc, non, non, je connais mes limites quand même. Euh, mais, euh, mais oui, c'est des petites choses. C'est pas des grosses peurs, en fait. Tu parlais de peur, c'est des petites peurs, c'est des petites. C'est un peu, comment dire, aller débloquer les conditionnements qu'on a depuis qu'on est toute petite, etc. C'est des petites choses de la vie, en fait. Mm. Les grosses choses sur lesquelles on sait que, bah non, ça, c'est pas pour nous, ça, c'est clair que c'est non, en fait. Mais c'est des petits challenges, en fait. Voilà. C'est oser un peu. Moi, j'ai longtemps eu une carapace, en fait. C'est oser un petit peu briser la carapace et oser aller faire des choses, des petites choses qui vont nous faire grandir, en fait. Mm. Donc oui, il faut quand même se respecter. Alors, si on revient un petit peu à ton offre qui est métamorphose, Ouais, avec le petit jeu de mots que je mettrai dans le titre de l'épisode. ouais, Euh, Tu utilises la photographie pour une mise en valeur, une mise en avant, une mise en valeur de la femme, c'est ça? Est-ce ouais, que tu pourrais un peu carrément. expliquer en quoi la photographie serait un outil peut-être de connaissance, de reconnexion à la féminité, à sa divinité Carrément. comment tu l'as imaginé toi et qu'est-ce que tu perçois derrière à travers tes clientes? Ah, c'est énorme en fait. C'est énorme ce projet. Donc ce projet déjà, il est né après avoir fait les shootings des modèles pour la marque Imra, pour laquelle j'ai travaillé en début d'année. Parce que les modèles qui ont été choisis pour cette marque de make-up, c'est pas des modèles pro en fait. C'est des femmes comme toi et moi en fait, qui ont été choisies par la marque. Et voilà, parce que voilà, il voulait une personne qui a le teint clair, une personne qui a le teint métis, etc. Donc ces personnes sont venues ici et elles ont fait le shooting. Et en fait, elles sont arrivées, elles étaient hyper stressées. Oh là là, mais j'ai jamais fait de photos, je suis pas à l'aise, mais je suis pas assez belle, mais qu'est-ce que ça va donner? Mais pourquoi moi? Mais pourquoi vous m'avez choisi moi? Donc, pas bien du tout. Et on a commencé les shootings. Et au fur et à mesure des shootings, au fur et à mesure des photos, elles se sont vues en fait sur l'écran, etc. Et là, j'ai commencé à voir quelque chose qui changeait en elles en fait, dans le regard, dans la façon de se regarder. Quand elles ont commencé à se voir, elles se sont ah oui, c'est moi, mais attends, mais non, je ne me voyais pas comme ça, mais attends, c'est pas possible. Et du coup, elles sont de plus en plus à l'aise pour faire la séance. Et en fait, quand j'ai vu ça, dans les mois qui ont suivi, je me suis dit, en fait, ça serait super de rendre ça disponible à plus de femmes, en fait, parce que bah, toutes les femmes, pas toutes les femmes, on va dire, il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de ça, en fait, de se reconnecter.
à leur féminité et de porter un regard neuf sur elles et de se dire, bah oui, je suis belle en fait, et je suis belle telle que je suis parce que l'objectif, c'est pas de transformer les gens, c'est juste qu'elles se regardent telles qu'elles sont et qu'elles se disent, mais oui, mais pourquoi j'ai ce jugement sur moi? Mais en fait, ça va quoi. Je me sens bien comme je suis et ça, voilà, c'est renouer avec l'estime de soi, la confiance en soi. Et quand je fais les séances, bah, c'est magnifique parce que bah, toutes les femmes ont une histoire, on traverse toutes des choses différentes et le parcours d'une femme, il est jalonné de plein de choses, que ce soit la maternité ou une maladie ou les enfants qui ont quitté le nid ou voilà où on a vieilli, etc. Et il y a toujours un moment où on a besoin en fait de se reconnecter à la féminité et d'être bienveillante avec soi-même parce qu'on peut être très très dur avec nous-mêmes. Et donc dans les séances, bah, il y a beaucoup de joie. Parfois, il y a aussi des larmes d'émotion, de se voir différente, etc. Enfin, de se voir différente sur la photo, mais telle qu'on est vraiment quand même. Et l'idée pour moi, c'est de sublimer la beauté naturelle en fait. Donc, il n'y a pas d'artifice en fait. C'est juste une façon d'être, un éclairage, une façon de poser qui va permettre à la personne bah, de se sentir bien en fait. Oui, et au-delà de je suis belle, c'est plutôt je me trouve belle et C'est ça. ouais, je me sens belle. Ouais, ouais, c'est ça. Mm. C'est ça l'idée. Ah, Donc c'est chouette. voilà, et j'ai appelé métamorphose parce que voilà, c'était cette idée aussi bah à un moment donné, d'être là, d'être ce passage-là dans la vie d'une femme et de peut-être lui l'aider et qu'elle se regarde comme ça sur les photos et qu'elle se sente, qu'elle se trouve jolie et qu'après, bah, ça l'amène aussi à d'autres choses dans sa vie, que ça lui donne un élan, un point de départ pour aller vers encore plus de métamorphose en fait. Mm. Donc voilà l'idée du nom. C'est beau, très beau. Bah du coup, on arrive vraiment pour le coup à la fin de l'épisode. J'ai deux petites questions éclairs à te poser. La première, c'est si tu avais trois conseils, trois petits secrets que tu gardes bien cachés et que tu aimerais aujourd'hui partager à nos auditrices en lien avec ta propre expérience, quels seraient-ils? Oh, trois conseils. Alors, Ou trois secrets? oh là là. Attends, il faut que je cherche là. Euh, Bah, déjà, le premier, je dirais quand même, bah, c'est le mot qu'on a utilisé, c'est oser en fait. Tu vois, moi, j'ai commencé déjà la première fois, j'ai osé quitter mon entreprise pour me mettre en indépendante. C'était déjà une énorme peur, hein, donc, faut croire. Donc, oser déjà, croire en ses rêves, croire que voilà que c'est possible, que c'est pas réservé aux autres et qu'on peut aller au bout de ses rêves. Je crois que ça, c'est important aussi. Et puis, alors, voilà, d'être bienveillant avec soi et de porter un regard doux sur soi, d'arrêter d'être dur comme ça avec nous et aussi critique. Mhm. Je pense que ça peut aider, se dire que voilà, ça peut être bénéfique en fait pour nous d'apprendre à s'aimer. Hein. C'est un peu le secret. Moi, j'y travaille encore. Mais de toute façon, sur les trois points, hein, je pense que voilà, on y travaille toujours. Mais ouais, apprendre à s'aimer, être bienveillant avec soi-même, en fait, c'est important. Et alors, petite parenthèse, moi, j'ai fait les séances métamorphose sur moi. Je l'ai fait beaucoup, en fait, sur moi parce que je teste, en fait, pour, bah voilà, tel éclairage, telle position, est-ce que ça va fonctionner, etc. Et bah, déjà, sur moi, ça a énormément fonctionné, en fait, la métamorphose. Je pense que ça m'a aidé aussi à prendre confiance cette année et à oser dire oui à des projets, ouais, carrément. Et à oser aussi plus me montrer, en fait. J'étais bloquée par rapport à ça auparavant. Et aujourd'hui, j'arrive à montrer des photos de moi, en fait, plus facilement, en fait.
Ouais, j'imagine bien l'effet que ça peut faire. Moi, ça me l'a fait plutôt sur le côté audio avec le podcast. Ouais, Moi qui suis très timide et intérieure, j'ai tout jamais aimé ma voix. Et je me suis quand même lancée dans le podcast parce que c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur. Et puis, je me suis dit, bah, j'ai osé. Et je me suis dit, bah, tant ouais, pis pour ma voix. Et au final, c'est ben, vrai. écoute, j'ai appris à apprécier ma voix. Et puis, il y a des personnes qui me disent que j'ai une belle voix, d'autres qui me disent rien, donc j'imagine qu'elles n'aiment pas forcément. Mais je m'en fiche, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Ouais, Pourquoi je vais pas la carrément. changer. Et par contre, moi, ce qui a changé en moi, c'est que j'aime m'écouter, alors qu'avant, c'était impossible pour moi de m'écouter. Donc, Carrément. Je partage carrément ton avis. Moi, j'avais la même chose. Je n'aimais pas du tout ma voix. Je n'aimais pas du tout m'entendre. Quand je m'entendais en vidéo, je me disais, oh non, 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 horrible. Et puis voilà, le fait de m'être ouverte et d'avoir parlé de plus en plus à des personnes et devant des personnes. Et maintenant, quand je m'entends, bah, tu vois, par exemple, avant, j'étais incapable de faire des stories face cam sur Instagram. Puis j'en ai fait une. Bon, voilà, la première, voilà, forcément, j'étais critique. Mais malgré tout, je me dis, bon, ça va quand même. Mais aujourd'hui, je suis capable de faire des stories et de m'entendre, en fait. mm, J'étais incapable de le faire avant, en fait. Et je me souviens, j'avais entendu que tu avais dit ça, que tu avais quelqu'un qui t'avait dit que tu mm, avais une jolie voix et que tu n'aimais pas ta voix. Et ça m'avait fait penser à moi aussi. ouais. Donc ça, c'est souvent, enfin, beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Donc Je c'est, crois que c'est lié à la timidité, hein. Tu sais, quand tu es timide, tu oui. parles pas beaucoup, donc tu Mm. n'es pas habitué à t'entendre, en fait. Oui, puis tu t'auto-sabotes, hein. Finalement, tu minimises beaucoup de choses en toi. Ton regard, il est pas très joli, joli, on va dire. Ouais, ouais, carrément. Alors du coup, une question que j'aime bien poser pour mes auditrices et puis pour moi aussi. Est-ce que tu as des ressources comme des lectures, des vidéos, des podcasts ou d'autres types de choses que tu aurais à cœur de conseiller et de partager Ouais, aujourd'hui? ouais. Alors moi, j'adore suivre les podcasts de Chloé Bloom que Mhm. j'ai découvertes sur Instagram. Euh, je suis son compte, je suis ses podcasts, je suis abonnée à la newsletter. Je La totale, reçois, la ouais, la totale de totale. Chloé. Le hashtag je Ouais, suis mais fleur. c'est ça. Et donc, ouais, j'adore. En fait, je trouve que au niveau développement personnel, travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, mais elle aborde plein de sujets. Donc, j'aime beaucoup suivre ça. Euh, après, au niveau d'autres ressources, c'est des ressources plus que je suis allée chercher un petit peu partout, mais j'ai aussi instauré dans ma vie des rituels, en fait, des rituels de pleine lune et nouvelle lune, en fait, que j'ai découvert à la base sur WooMoon, que j'ai découvert aussi sur Instagram. En fait, je fais beaucoup de découvertes sur Instagram. Et c'est très sympa, en fait. Ça m'a permis aussi de créer des petits rituels pour moi 2 fois par mois. Euh, et c'est très chouette. Et puis, donc ça, c'est déjà bien. Et après, non, je vois pas. Après, je vais acheter des magazines. J'adore Open Mind, par exemple, qui est un magazine de développement personnel. J'aime bien acheter ça, en fait. C'est plutôt sympa. Ok, bah, je mettrai tout ça dans l'article lié à l'épisode, comme ça on aura accès et on pourra aller aussi s'inspirer. Ben oui, avec Euh, plaisir. eh bien, dernière question, qui est la question signature du podcast. Ça veut dire quoi pour toi avoir une hygiène de vie plus équilibrée et plus sereine? Mmh. Alors, bah, c'est un petit peu tout ce que j'ai partagé. Pour moi, avoir une hygiène de vie, c'est prendre soin de mon alimentation, prendre soin de mon sommeil, prendre soin de mon corps en bougeant, etc., en allant marcher dans la nature. Voilà, c'est ça pour moi l'équilibre parfait pour avoir une hygiène de vie. Prendre soin de mon stress, de mes émotions. Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore énormément, beaucoup, lié à l'hypersensibilité, bien sûr, hein. C'est pas toujours évident. Donc, pour moi, ouais, c'est ça. Hygiène de vie. Et puis, partager du temps avec les gens que j'aime. Bien, merci beaucoup Nathalie. Merci d'avoir passé tout ce moment en ma compagnie. Plus d'1 heure et demie, je pense, d'enregistrement on a. Donc voilà, ça va être du costaud, mais c'était vraiment très, très riche. Merci beaucoup d'avoir osé dire oui à mon invitation, d'avoir partagé tes évolutions de vie, parfois pas forcément toujours joyeuses, mais qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui.
comment tu as pu oser aussi, oser vivre, oser être toi. Donc je pense que ça peut parler à beaucoup de femmes qui nous auront écouté ou qui vont nous écouter. Donc merci Tant mieux. beaucoup. Merci à toi, c'est un grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a aimé ta voix, si on a aimé ton parcours et si on aimerait potentiellement tester ton offre Métamorphose? Alors, j'ai un compte Instagram qui est Oh la vie est belle. Mon site, c'est pareil, c'est Oh la vie est belle. Je communique énormément sur Instagram. C'est vraiment la plateforme que je préfère parce que très visuel, donc forcément ça me parle. Mais voilà, donc sur Instagram, il y a le lien qui va rediriger vers mon site et vers toutes mes offres. Et sinon, il suffit de taper séance métamorphose sur Google et je pense que ça devrait arriver sur mon site. Mais le mieux, c'est de passer par Instagram. D'accord, bon, je mettrai aussi les liens dans l'article. Écoute, merci, je te souhaite une très très belle continuation, une bonne journée en perspective et puis prends bien soin de toi. Merci, toi aussi. Je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère que l'histoire de l'éclosion de Nathalie et que nos réflexions t'auront fait passer un agréable moment en notre compagnie, voire peut-être inspiré. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous les poser à moi ou à Nathalie. Comme d'habitude, je mettrai toutes les informations mentionnées à l'écrit dans un article disponible sur mon site internet dans la section blog et podcast. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Et si le sujet du jour t'a plu, eh bien je t'invite 1. à t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. 2. à rejoindre la communauté Hygiène de Vie en t'inscrivant à ma newsletter que tu trouveras sur mon site internet. Et 3. à le partager à une amie via les SMS, le mail, WhatsApp, juste ta voix, puis à faire une copie d'écran de l'épisode et à la mettre en story sur Instagram en me mentionnant @AlexandraPortailNaturo et en mentionnant le compte de Nathalie @ohlavieestbelle pour que nous puissions te repartager et te remercier en retour. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!